fellow feminists. I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme? Nous, les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur là. Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Mao, comment ça va? Et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. Bonsoir à toutes les trois. Bonsoir. Bonsoir. On est très heureuse de vous recevoir pour cette première émission de la saison. Et pour démarrer l'année, nous avons choisi de nous intéresser aux femmes qui écrivent, mais pas que. Aïcha Béchir, bonsoir. Vous êtes autrice et professeure de philosophie. En cette rentrée, vous avez publié votre premier ouvrage, L'accusation, chez J.C. Lattès. Bonsoir. Bonsoir. Capucine Delattre, bonsoir. Tu publies en cette rentrée ton deuxième roman, Un monde plus sale que moi, aux éditions La Ville Brûle, une maison d'édition notamment féministe. Oui. Et enfin, notre troisième invitée, c'est Fanta Dramé. Bonsoir. Bonsoir. Tu as publié ton premier roman l'an dernier, Ajar-Paris, aux éditions HarperCollins, qui sort en poche en cette rentrée. Donc on est ensemble pour 1 heure et on va parler de vos romans à toutes les trois, mais aussi de ce que c'est d'écrire, de l'expérience de l'écriture, du processus de fabrication d'un livre et aussi un peu du paysage littéraire actuel. Et pour commencer cette émission, d'abord une question qui va peut-être vous parler à toutes les trois et aussi à nos auditrices qui ont peut-être elles aussi envie de se lancer. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Qui veut commencer? Cette question. Alors moi, j'ai eu un cursus universitaire littéraire. J'ai eu un bac littéraire, puis j'ai fait une fac de lettres avant de passer mon CAPES. Et donc je pense que quand on fait ce cursus, on a le fantasme d'écrire. Donc un jour, probablement en 2e ou en 3e année, j'ai dû ouvrir une page Word avec écrit roman de Fanta Dramé. Mais après, j'avais pas grand-chose à raconter, donc j'ai pas persévéré. Et puis en 2013, j'ai perdu ma grand-mère maternelle et je me suis rendue pour la première fois dans le village natal de mon père, à Ajar, en Mauritanie. Alors déjà que c'est très compliqué pour les gens de situer la Mauritanie. Alors Ajar, c'est encore pire. Et quand moi, petite parisienne, snob, j'ai découvert le village natal de mon père, un petit village totalement reculé de Mauritanie, où les gens vivent encore comme au Moyen-Âge, je suis rentrée à Paris et je me suis posé une question qui est toute simple, mais qui m'a poussée à creuser l'archéologie de ma famille. C'est comment est-ce que mon père a pu vivre dans ce pays, dans ce village, pendant 25 ans, puis décider de le quitter pour tenter sa chance en France, alors qu'il n'avait pas de papier, qu'il ne savait pas lire, pas écrire le français, et qu'il était obligé de réussir parce qu'il avait toute une famille qui comptait sur lui au pays. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je raconte cette histoire parce que c'était, à mon sens, une histoire qui était forcément romanesque et qui avait besoin d'être écrite, fixée par l'écriture, parce que sinon, moi j'avais 26 ans quand j'ai commencé, mon père ne m'avait jamais raconté sa vie. Et si je fixais pas la parole de mon père par l'écriture, eh ben, à un moment, son histoire aurait fini par s'oublier. Voilà. Donc c'était une nécessité. C'était une nécessité. Et un événement. Je pense que je me retrouve beaucoup dans le mot de nécessité. Alors, je pourrais raconter l'histoire hyper cliché de la petite fille qui n'avait pas d'amis et qui vivait dans les livres. Bon, voilà, en gros, c'était mon enfance. Donc, les livres ont toujours été très, très, très présents. Et en fait, j'ai aussi écrit très tôt. Bon, alors, j'écrivais pas des trucs incroyables. C'était globalement des plagiats de ce que je lisais. J'ai notamment fait un superbe plagiat de Nestle Contraire et je trouvais ça vraiment brillant. Je me disais, waouh, je suis trop forte. Non, tu as juste trop lu John Green. Et en fait, petit à petit, j'ai découvert que écrire, c'était pas juste un truc que j'aimais faire, c'était aussi un truc qui m'était extrêmement utile pour comprendre le monde. J'ai globalement du mal à comprendre les gens et le monde et les choses qui se passent dedans. Et je me rendais compte que plus j'écrivais, plus je prenais le temps d'essayer d'inventer des mondes, d'inventer des histoires dans lesquelles je mettais un petit peu de moi et un petit peu de ce que j'avais vécu, plus ça faisait sens. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis venue à écrire mon premier roman publié, et encore plus le deuxième qui vient de sortir, et qui est vraiment né d'une nécessité de comprendre quelque chose qui m'était arrivé,
et sur quoi j'arrivais pas à mettre les mots. Du coup, j'en ai mis 60 000. Depuis, ça va mieux. On est très contents pour toi. Merci. Aïcha, est-ce que c'était une nécessité aussi ? Alors oui, mais une nécessité qui n'était pas nécessairement intime, mais plutôt politique. J'ai été victime d'une accusation d'apologie du terrorisme alors que j'étais enseignante. Et je sentais un climat extrêmement lourd et surtout une société en train de se fracturer. Et on était en 2015, c'était l'annonce d'une guerre qui arrivait. Il y avait plein de papiers qui étaient très dramatiques. Et j'avais envie de raconter cet événement parce que quand je suis allée déposer ma main courante, le policier qui a recueilli ma plainte, il m'a dit « mais vous n'êtes pas la seule ». Et donc j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait d'un événement politique, que ce n'était pas une accusation ad hominem, mais qu'il y avait un climat de suspicion et qu'il fallait absolument en parler. Donc mon geste, il a été en premier lieu politique. Et c'est comme ça que je le défends, même si c'est un récit qui est assez personnel, sans être dans l'intimisme. Je ne voulais pas dévoiler ce que j'étais pour pouvoir me défendre. Je voulais produire une espèce de roman choral, une espèce de fresque sociale qui déplaçait les points de vue et pas dire je vais vous raconter ce que j'ai subi et à quel point je suis innocente. J'ai pas à lever le voile, j'ai pas à témoigner, j'ai pas à finalement montrer patte blanche. Et ce texte, il a une forte résonance politique pour cette raison. Et la particularité de vos deux textes, c'est que vous utilisez le jeu pour le processus narratif. Fanta et Aïcha. Fanta et Aïcha, oui. Fanta et Capucine. Oui. Mais je me disais, mais attends, alors peut-être que j'ai oublié, mais il me semble bien que j'ai écrit mon roman à la première personne. Tout à fait. On s'en mêle les pinceaux, mais voilà. Et Fanta, la particularité, c'est que votre livre raconte l'histoire de votre famille et surtout de votre père. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a eu un événement qui vous a poussé à écrire. À quel point ça devait sortir en fait, c'est surtout une histoire qui devait sortir, c'est ça que vous dites. Vous devez la fixer, c'est que ça doit sortir. C'est ça. Moi, quand j'arrive à Ajar, moi, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, dans le 19e. Alors, j'ai fait ma scolarité dans le 19e, puis au lycée, je suis allée dans le 3e, donc dans le centre de Paris, ensuite à la Sorbonne. Donc, j'ai une vie qui est très parisienne. Puis, quand j'arrive à Ajar, en réalité, il y a, si vous voulez, tout qui explose. Et il y a cette nécessité, comme on l'a dit précédemment, d'écrire. Et moi, ce que je trouvais important, c'était que j'avais envie de raconter une histoire de personnes qu'on côtoyait dans notre vie de tous les jours. Voilà, ce sont des Français aujourd'hui, ces hommes et ces femmes qui ont quitté un jour leur pays pour tenter leur chance en France. Mais ce sont des personnes qui sont toujours restées dans les angles morts de notre histoire nationale, dont on ne parle jamais et surtout dont on ne se donne jamais la peine d'écouter les histoires. Moi, quand mon père a commencé à me raconter son histoire, il avait plein de choses à dire. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'est jamais demandé quelle avait été la vie de ces hommes et de ces femmes? Probablement parce que c'est plus simple de se dire qu'ils viennent en France, qu'on leur donne tout de suite un logement, plein d'allocations familiales, qu'ils payent l'ISF sur les allocations familiales tellement ils en ont, et que voilà, ce sont juste des profiteurs. C'est pas du tout cette vie que je raconte. Moi, je sais que quand j'écoute le parcours de mon père, je vois que c'est une vie qui est faite d'abnégation, de sacrifice. Et aujourd'hui, mon père qui est en France depuis plus de 45 ans, encore aujourd'hui, il a cette nécessité d'aider les gens qui sont restés au pays. Donc, ce sont des gens qui ne pensent en réalité jamais à eux. Et j'avais envie, enfin, qu'on parle d'eux et même qu'on les fasse entrer dans la littérature parce que ce sont des personnages romanesques, comme je l'ai dit avant. Et moi, dans mon cursus universitaire, j'ai lu plein de romans, toujours sur les mêmes thèmes et jamais sur ce thème, enfin, très rarement sur ce thème-là. Donc voilà, c'était pour leur donner la place qu'ils méritent. On a aujourd'hui 3 romans qui sont très personnels. Aïcha, ça change quoi Est-ce que le fait d'écrire, ça change le rapport à sa propre histoire, de d'écrire sur sa propre histoire? Cet événement, oui, parce que c'est quelque chose d'assez honteux, finalement, parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie de divulguer. Je crois même que c'est en l'écrivant que je l'ai assumé. C'est pas une accusation, c'est une accusation d'apologie du terrorisme dont je n'ai pas parlé tout de suite à ma famille, ni même à mes amis. Et je sais que l'acte d'écriture a contribué finalement à l'accepter et surtout non pas à le clarifier, mais en tout cas à prendre la maîtrise sur cette accusation. Parce que c'était une manière d'inverser le stigmate et de mettre en scène une responsabilité collective qui me dépassait. Et ça, c'est aussi une manière d'approfondir une question sans finalement verser dans un récit intimiste.
parce que c'est surtout pas ça que je voulais. Cette accusation, elle est politique, elle est sociale, elle est à voir avec un dysfonctionnement politique et général. Et Capucine, tu disais que 60 000 signes plus tard, ça allait mieux. Donc oui, est-ce que ça a changé quelque chose, le fait d'écrire Oui, énormément. Je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites toutes les deux, dans le sens où donc, mon roman parle de MeToo, de ce que c'était de se construire en tant que très jeune femme pendant MeToo, d'avoir ses premières expériences sexuelles et amoureuses pendant MeToo, et de en fait les conséquences que ça pouvait avoir potentiellement sur notre capacité à nous rendre compte des violences que nous-mêmes on subissait et de nous faire justice par la suite. Et c'est vrai que de prendre le temps déjà de figer des choses, c'est un roman de fiction, mais bon, des choses que j'avais quand même vécues dans l'ensemble, de les figer, qu'elles soient sur papier, que je prenne le temps de faire un petit peu une espèce d'archive de ma mémoire, d'écrire ce que j'avais vécu, comme ça je pourrais m'empêcher de douter, de remettre en question perpétuellement ma mémoire, et ensuite dans un deuxième temps d'être lue par des personnes qui avaient des expériences dans lesquelles elle reconnaissait la mienne. C'était extrêmement fort parce que, comme tu disais, je voulais pas faire un récit intimiste, je voulais pas raconter ma vie, sinon j'aurais écrit Histoire de ma vie et l'héroïne se serait appelée comme moi. Mais en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que j'espérais, c'était créer un pont entre tout plein de victimes. Honnêtement, toutes les filles que je connais se sont reconnues à un moment ou à un autre dans ce livre, à partir d'un personnage de fiction dans lequel on pourrait ensemble se rendre compte que ce qu'on a vécu, c'était pas juste des coïncidences qui se ressemblent beaucoup, mais en fait ça raconte quelque chose de très 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 politique et de très très grave et qui existe encore. Et tu voulais pas te satisfaire du fait que c'était un simple témoignage unique. Exactement. En fait, le problème du témoignage, c'est très important. C'est ce qui initie en fait les mouvements politiques. On l'a bien vu avec MeToo, mais en fait le témoignage ne suffit pas. Parce que globalement, on n'écoute pas la parole des victimes. Et c'est-à-dire qu'en général, le témoignage, on va le prendre comme un événement et on va l'isoler et on va l'individualiser et le réduire à juste la personne. Et il peut y avoir 1000 témoignages qui se ressemblent, comme ça a été le cas pendant MeToo. À aucun moment, on va se dire peut-être c'est un fait social et peut-être qu'en fait, ça vient d'autre chose. Et du coup, j'avais envie de dépasser le témoignage qui, encore une fois, est essentiel et extrêmement courageux, mais de montrer qu'en fait, c'est beaucoup plus qu'une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne. C'est littéralement tout le monde. Voilà. Aïcha, Fanta, Capucine, vous restez avec nous. On poursuit cet entretien dans un instant, juste après Paramore. It's easy
Ain't it fun? Ain't it fun? Ain't it fun? Fun du groupe américain Paramore. Nous sommes toujours avec nos 3 invités, les autrices Aïcha Béchir, Capucine Delattre et Fanta Dramé. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Fanta Dramé, donc votre ouvrage, ton ouvrage, on va décidément rester au-dessus, se résume donc très bien dans son titre Ajar-Paris. Il est particulier, il y a un tiret, donc il faut bien en prendre compte. C'est les récits, donc, comme tu le disais, d'un départ d'Ajar en Mauritanie très difficile et d'une arrivée aussi à Paris, avec toutes les difficultés que ça amène. Et dans l'écriture de ton ouvrage, tu as eu une marraine, il me semble, qui est l'écrivaine Faiza Again, qui signe aussi une préface dans ton ouvrage qui écrit notamment « Valorisons le parcours de nos parents, c'est une manière de prendre notre place ». Est-ce que tu penses que le lien que tu as eu avec cette écrivaine, Faiza Again, dans ton écriture, dans ton processus narratif, ça a été important pour toi dans l'écriture de ton ouvrage? À quel point? Exactement. Alors, Faiza Again, c'est une écrivaine très importante. Elle a énormément de succès, c'est-à-dire qu'elle a ses ouvrages qui sont traduits dans plus d'une quarantaine de langues et vendus dans, je crois, une 60aine de pays. Elle n'est pas reconnue en France. D'ailleurs, une fois, elle m'a fait une réflexion, c'est que quand on parle d'elle dans la presse, on parle d'elle dans les pages société et non pas dans les pages littérature. Comme si c'était vraiment le fantasme de la beurette qui a écrit un livre, voilà. Et donc, moi, quand je la rencontre, elle a déjà écrit 5 romans. Et donc, je suis professeure de français à Pantin. Elle habite Pantin. Et moi, j'avais très envie que mes élèves rencontrent une écrivaine qui leur ressemble, parce qu'ils ont toujours tendance à penser que les écrivains sont des hommes vieux ou morts. Et donc, c'est pour ça que je rencontre Faiza Again. C'est comme dans ce cadre-là que je rencontre Faiza Again. Quand j'écris Ajar-Paris, je lui envoie, parce que c'est la seule écrivaine que je connais et j'ai besoin qu'elle me dise si mon roman est abouti ou non. Et je lui envoie aussi parce que je sais qu'elle écrit sur les thèmes sur lesquels moi j'ai écrit. C'est-à-dire les thèmes de l'immigration, de l'intégration, de comment est-ce qu'on vit dans un pays dans lequel on n'est pas censé s'établir définitivement. Et d'ailleurs, au moment où je lui envoie Ajar-Paris, elle publie, elle, La Discrétion, qui raconte l'histoire d'une femme qui quitte l'Algérie et qui s'installe en France. Donc oui, effectivement, j'avais l'impression que elle, déjà, elle n'allait pas juger l'histoire. Elle allait, parce que c'est une histoire qu'elle connaît. J'avais très, très peur de l'accueil que recevrait Ajar-Paris. Donc, j'avais l'impression d'être dans une bulle un peu space avec elle. Je pouvais lui confier mon roman sans avoir peur d'être jugée. C'est pour ça que je lui donne. Et puis, je sais qu'elle comprenait les thèmes que j'abordais, la sensibilité de certains points, etc. D'ailleurs, très honnêtement, quand j'ai écrit Ajar-Paris, j'étais persuadée que c'était un roman qui ne toucherait que les enfants d'immigrés et d'immigration d'Afrique maghrébine ou subsaharienne. En réalité, je me suis rendu compte, en ayant fait les salons que j'ai fait cette année, que c'était un thème qui était universel et qu'on pouvait être immigré d'Italie et être touché par Ajar-Paris, ou même avoir quitté la province pour tenter sa chance à Paris et être touché par ce roman. Je ne sais plus quelle était la question initiale, mais je suis partie un petit peu dans un délire. La question initiale, c'était l'importance d'avoir une marraine comme Faiza Again. C'est très important. Alors déjà, moi, ça a été plus qu'une marraine, c'est parce qu'en fait, moi, je lui envoie Ajar-Paris, juste pour qu'elle me dise c'est un roman abouti ou non. Elle fait beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'elle prend mon roman et elle le dépose sur la table de son éditeur. Ah oui. Donc pour le coup... Alors à l'époque, Ajar-Paris est sorti chez Plon, donc elle dépose Ajar-Paris sur la table de son éditeur. L'éditeur le lit, le roman lui plaît. Et en fait, au début, il voulait publier Ajar-Paris dans une collection sur justement les textes des enfants d'immigrés ou comment est-ce qu'on parle de ces récits d'ailleurs, etc.
Et Faiza Gueye a beaucoup insisté pour que ce soit un roman qui soit publié comme un auteur classique. Donc Hajar Paris a eu la chance de sortir dans la collection blanche de Plomb en rentrée littéraire. Moi, j'étais persuadée qu'il sortirait en plein mois d'avril, comme ça, une sortie un peu discrète. Et elle a insisté pour que le roman soit traité comme n'importe quel autre roman. Donc, c'est plus qu'une marraine, c'est un ange gardien. Et elle est insupportable parce qu'elle déteste que je la remercie. Elle estime qu'elle n'a strictement rien fait. Elle me dit, moi, ça m'a plu, je l'ai fait lire à quelqu'un, c'est tout, il n'y a rien de plus. Non, si j'avais envoyé Hajar Paris par la poste, il serait resté bloqué dans une pile de manuscrits et j'aurais pas eu la chance de... Donc c'est... Travaillant dans l'édition, je confirme que voilà. Non, mais ça a été énormément en fait d'avoir des personnes qui nous soutiennent et qui sont déjà dans le milieu. D'ailleurs, c'est un problème en soi du monde de l'édition. Mais si on parle voilà. Mais c'est vraiment, pour le coup, c'est un ange gardien et elle a signé une préface qui est magnifique. Moi, à chaque fois que je la lis, la fin m'émeut encore énormément. Et Aïcha Capucine, est-ce que vous avez eu aussi, alors peut-être pas des anges gardiens à ce point, mais en tout cas des mentors dans l'écriture, Aïcha? Moi, j'en ai pas eu. Mon roman, il est passé à la poste, donc je suis un peu jalouse de Fanta. je me trouve tout à coup insignifiante. Ah non, mais je suis très admirative. Ça veut dire que vraiment, il doit être excellent. Sans doute. Capucine, toi qui travailles dans l'édition, peut-être que tu as eu des gens, des mentors. Alors, en fait, j'ai publié mon premier avant d'être dans l'édition. Donc, mon premier est passé par la poste aussi. Je suis la seule pistonnée. Pas du tout. Non, vraiment pas. Et en fait, surtout, le fait d'être introduite, ça va pas rendre ton texte meilleur, ça va juste donner une meilleure chance d'être lu. C'est-à-dire que si ton texte est bon et qu'il est lu, il aura une chance. En fait, l'enjeu, c'est vraiment d'accéder au bureau de l'éditeur ou de l'éditrice. Et c'est ça qui est très compliqué. Mais en soi, c'est pas parce que ton roman a été pris sur conseil d'un ami ou juste parce que tu l'as envoyé par la poste qu'il est moins bon ou meilleur. C'est juste en fait qu'il y en a beaucoup qui arrivent par la poste et qu'en fait, il y a plus d'étapes de validation à franchir. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que le premier, c'était par la poste. Ouais. Et en fait, derrière le deuxième, les mentors, ça a vraiment été mes amis qui devaient subir mes atermoiements psychologiques. Et ça a vraiment été les éditrices que j'ai trouvées aussi, qui ont été vraiment d'un soutien énorme. Il y avait beaucoup de travail à faire et elles ont été vraiment très, très, très précieuses là-dedans. Oui, ce qu'on se demandait aussi, voilà, c'est la place plus généralement même de l'entourage ou des proches ou des gens tout simplement à qui on fait relire son manuscrit, à quel point il joue un rôle, ou est-ce qu'on peut juste vraiment écrire dans son coin tout seul sans en parler à personne c'est publié. On peut écrire tout seul, mais il y a besoin de réécrire à plusieurs. C'est hyper important et je pense que c'est une des étapes clés pour devenir un bon auteur ou une bonne autrice, c'est d'accepter qu'en fait, tu peux écrire un roman bon tout seul, mais si tu veux vraiment faire un excellent roman, ou en tout cas un roman meilleur, il va vraiment falloir que tu fasses appel à des regards extérieurs, aussi bien d'un côté les regards de tes amis, de tes proches, des gens qui t'aiment, qui vont pas être forcément hyper objectifs, ils vont toujours trouver que c'est génial, mais en fait c'est hyper important d'avoir ces lecteurs-là qui te donnent la force de continuer parce que c'est long et c'est solitaire et c'est dur, et qui peuvent aussi vérifier que ce que t'écris reste fidèle à toi-même, et d'un autre côté des regards professionnels, donc soit d'autres écrivains-écrivaines, soit des éditeuristes, soit je sais pas, même des gens qui travaillent dans le monde de l'écrit d'une façon ou d'une autre, et qui vont pouvoir t'aider sur l'aspect technique et structurel et tout ça, quoi. Et c'est important d'avoir ça, je pense. Aïcha Béchir, ton roman nous replonge quelques années en arrière, donc après les attentats de Charlie et du 13 novembre. C'était donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu as écrit ce livre avec une volonté politique. Ce moment-là, c'était un moment de grande tension dans la société. Mais finalement, quelques années plus tard, on a l'impression que le climat s'est encore durci. Est-ce que c'est un constat que tu partages ? Pas nécessairement. Alors, d'une part, il est publié, ce texte. Oui. Il a été dans un tiroir pendant très longtemps. Il y a eu l'affaire George Floyd qui a rendu sensible la question du racisme. Et il y a eu, grâce au mouvement MeToo, je pense aussi, la libération de la parole des personnes victimes de racisme. Ce qui est assez extraordinaire avec ce mouvement, que je considère tout simplement comme révolutionnaire, c'est qu'il a pas rayonné uniquement sur la parole féministe, il a rayonné aussi sur des personnes minorisées politiquement comme moi, qui justement ont osé parler de
leur statut de victime, des violences qu'ils subissaient, parce que le statut de victime a totalement changé de sens. Il est devenu un témoignage politique. Et il a pu être relayé grâce aux réseaux sociaux. J'adore les réseaux sociaux pour ça. Je ne sais pas pourquoi on les critique autant. C'est un outil démocratique de libération qui a permis la révolution MeToo. Et qui a permis que les personnes comme moi puissent parler de cette expérience-là. On est 8 ans après, on laisse place à la parole politique dans le monde de la littérature. Il y a effectivement une crispation, une polarisation des questions politiques, mais au niveau social, moi je sens une liberté de ton qui est sans doute due aussi à la jeunesse, autre objet de critique incessant de notre société. Et moi, je suis totalement optimiste, paradoxalement, même si mon objet l'objet de mon roman est assez anxiogène. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on avance, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ce que j'ai aimé dans votre livre aussi, c'est qu'il y a toute une galerie de personnages et il y a toute une galerie aussi de contradictions, de personnages très différents, très hauts en couleur. Et il y a plein d'angles pour regarder une même situation. Et donc, mis à part quelques-uns, notamment le proviseur, il n'y a aucun personnage qui est fondamentalement antipathique. Est-ce que c'était une volonté de ta part de faire vraiment... de ne pas pousser le lecteur à prendre part contre ou pour un ou plusieurs personnages? C'est un texte politique, mais il n'est pas militant, c'est-à-dire qu'il n'est pas adossé à une thèse. Et j'ai pas fait d'Inès, qui est le personnage principal accusé à tort d'apologie du terrorisme, qui est également enseignante comme moi. Je voulais pas faire d'elle une héroïne. Je voulais et malgré ça, je voulais que malgré le fait qu'elle soit pas une héroïne, on puisse finalement comprendre sa situation. On puisse comprendre aussi la situation de son accusatrice. On puisse comprendre les différentes fissures qu'il y a dans la société. Et mon roman, il est politique pour cette raison que, en fait, il propose un regard beaucoup plus large qu'un point de vue singulier, qu'une autobiographie. Et je pense que c'est ça la vertu du politique, c'est justement de déplacer son regard. C'est ça la vocation des citoyens, c'est justement de faire un pas de côté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son identité. Et c'est pas parce que je parle de racisme et d'identité que je veux qu'on me regarde moi en tant que victime, je veux qu'on regarde les gens comme moi, je veux qu'on me regarde comme une citoyenne. Et c'est ça l'enjeu politique de ce roman. Capucine, je pense que ce qui vient d'être dit aussi peut faire écho à ce que tu as écrit. Il y a plein de choses, ouais. Ce que j'ai trouvé passionnant dans ton roman, c'est la manière dont tu explores les paradoxes et les contradictions de la génération qui a connu l'amour en même temps ou après MeToo. Il y a la libération de la parole, des sujets qui entrent dans le débat public. Et en même temps, on demande aussi à ta génération de chausser, on va dire, tout de suite au sortir de l'adolescence, des lunettes qui rendent le monde quand même assez sombre. Oui. Alors, tu disais que ton texte était politique mais pas militant. Moi, je crois, en tout cas, moi, la façon dont je vois le mien, c'est qu'il est politique et militant. Non pas dans le sens où je l'adosse à une idéologie, mais vraiment dans le sens où je défends quelque chose et où je raconte quelque chose qui, je pense, alors ça fait très cliché, mais dérange. C'est-à-dire qu'on avait tout ce récit de... la jeune génération, ça va être beaucoup plus facile pour elle. Les jeunes filles, maintenant il y a eu MeToo, les porcs ont été balancés, etc. Donc globalement, c'est bon, quoi. Elles vont être libérées, etc. Et moi, c'est quelque chose auquel j'ai cru. Je me suis dit, ok, maintenant qu'en fait, les méchants violeurs, ils ont été dénoncés, les monstres, comme on disait à la télé, c'est bon, je suis en sécurité. Et en fait, c'est une illusion d'immunité dans laquelle on est beaucoup à s'être construite, et en fait derrière on s'est pris un sacré retour de bâton parce que en fait MeToo avait effectivement permis énormément de choses, et heureusement qu'il y a MeToo, et heureusement et ça a eu des conséquences, mais malheureusement MeToo c'était certaines violences seulement, c'était certaines personnes seulement, c'était certains cercles, c'était les violences qui ont été reconnues à ce moment-là, c'était les violences les plus spectaculaires, entre énormes guillemets, et en fait il y avait tout un spectre de violences qui relevait de l'ordinaire, qui avait été banalisé, qui avait échappé à MeToo et qui se sont poursuites derrière. Et donc j'avais vraiment à cœur d'explorer tout ça, à la fois les avancées de MeToo et en même temps ce que MeToo n'avait pas réussi à faire, et c'était pas de sa faute, c'était plus parce que ça a été traité comme
un événement journalistique qui avait un début et une fin, alors qu'en fait c'était juste un début auquel on n'a jamais pu donner vraiment de dénouement politique concret. Alors dans un instant, une 4e invitée va nous rejoindre en studio, qui vous a écouté très attentivement pendant cette demi-heure. Elle est libraire, il fallait au moins ça pour parler de littérature. D'abord, petit flashback de notre saison précédente. On a voulu vous faire réentendre l'un des reportages réalisés par notre chroniqueuse Nolwenn. Elle est allée à la rencontre de femmes baroudeuses et c'est Marie qui lui a raconté son histoire, celle d'un voyage qui aurait pu mal se terminer. Baroudeuse. Je commence à lire le truc et c'était « Le Guruji ne vous apprendra rien, vous apprendrez à son contact, il ne vous dira pas ce que vous devez faire, vous le saurez à l'intérieur de vous quand il vous parlera. » C'est basé sur rien en fait, juste il vous parle et puis ça va allumer la lumière en vous. Et là je me suis dit « Ouais non, c'est quand même vraiment bizarre tout ça. Je vais partir parce que j'avais un peu peur de me dire si je reste, je vais peut-être pas réussir à partir en fait. » Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans, j'habite dans les Hautes-Alpes et je suis professeure des écoles. Je suis partie en 2019 en voyage, j'étais en Suède et je faisais un volontariat, donc j'étais censée rester 6 semaines et au final je me suis rendu compte que c'était certainement une secte. J'étais en année de césure dans mes études, je connaissais pas trop le yoga, je me suis dit pourquoi pas, et j'étais tombée sur cette annonce qui présentait un lieu comme un endroit où tout le monde pratiquait le yoga, une communauté où on mangeait végétarien, c'était important pour moi, etc. Et ça avait l'air très spirituel et très... ça avait l'air bien sur le papier. J'arrive sur le lieu, donc le lieu était magnifique. Ils avaient un terrain incroyable de je sais pas combien d'hectares, mais c'était super grand. Ils avaient même un lac, une rivière sur leur terrain. On m'a dit que j'étais la seule volontaire pour l'instant et qu'il y avait que des gens de la communauté qui étaient là. Tout le monde était habillé avec des toches de couleur et des écharpes blanches, comme un peu des écharpes de Miss France. Et des personnes qui avaient entre 30 et 60 ans à peu près. Et ils étaient une vingtaine, je pense. Il y a un des membres de la communauté qui m'a fait visiter, du coup, surtout l'extérieur, les différents bâtiments, etc. Donc, ils sont assez connus pour un festival qu'ils font chaque année en été, où ils reçoivent pas mal de personnes quand même. Et en fait, quand il me parlait, cet homme qui devait avoir 35 ans à peu près, il me disait que lui, avant, il était perdu dans sa vie, qu'il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire et qu'un jour, il était venu au festival et que c'est là qu'il avait rencontré Dieu et que du coup, maintenant, il avait trouvé un but à sa vie et il ne se voyait plus partir d'ici, en fait. Moi, je me disais, oui, c'est bizarre. C'est pas si bizarre, mais ça a l'air vraiment intime et profond ce qu'il ressent et comment il vit le truc parce qu'il était comme empli de quelque chose quand il parlait en fait. Un peu plus tard, on m'a dit tu vas rencontrer le Guruji. Et là, je me suis dit qui sait enfin à moitié qui sait parce que je me souvenais dans l'annonce Workaway, j'avais lu on suit les enseignements du Guruji Srivas et je m'étais dit ça doit être un truc genre on suit les enseignements de quelqu'un qui est mort il y a 500 ans ou quelque chose comme ça. Et là, on me dit, tu vas le rencontrer. Donc, la première pensée dans ma tête, c'est « Ah, mais il est vivant, en fait !» Je rentre et je vois que cet homme-là, c'est celui qui était dans la photo dans la voiture. Et je l'avais vu aussi dans la grange des bénévoles. Il était à plein d'endroits. Il y avait des livres, des trucs, des machins. Il commence à me demander comment est-ce que j'ai connu le truc, combien de temps je reste. Donc, moi, je lui dis 6 semaines. Mais déjà, dans ma tête, je me disais « Non, mais je pense pas que je vais rester aussi longtemps. » Et à un moment, il me dit « T'avais déjà entendu parler de moi ?» Je dis « Bah non. Tu m'avais jamais vu ?» J'ai dit sur les photos. Il me dit « Et ça va, je te déplais pas trop ?» Et là, je fais j'ai pas su quoi répondre. Je pense que j'ai un peu changé de sujet. Et voilà. Je suis sortie de son bureau, c'était l'heure de manger. Là, dans ma tête, je me dis « Mais où est-ce que j'ai mis les pieds ? Et pourquoi est-ce que je suis là, en fait ?» Il y avait à peu près, 45 minutes, 1 heure de cérémonie où... il chantait des chansons, il récitait des espèces de prières. C'était des chansons un peu bateau, de ce que je me souviens. C'était j'aimerais avoir des ailes pour pouvoir voler, j'aimerais être un poisson pour pouvoir nager, enfin des trucs un peu comme ça. Et à la fin, il y avait un thé à boire, sauf que ça n'avait absolument pas le goût de thé. Je sais pas ce que c'était, toujours maintenant. C'était dans un espèce de petit bol, et ça avait aucune couleur, et un goût un peu bizarre, je sais pas. Moi, j'avais l'impression de boire comme de la salive, un peu, du coup, c'était
pas très agréable. Et je savais pas si je devais tout boire, si je devais tout boire d'un coup, si je devais boire par petites gorgées. Et puis surtout que c'était les yeux fermés, donc je pouvais pas copier sur les autres. À l'époque, j'avais 21 ans, donc je me sentais pas encore à l'aise d'affirmer vraiment mes convictions à l'oral face à des personnes comme ça. Du coup, j'ai écrit une lettre en me disant ce sera plus simple si je la fais lire. J'ai donné la lettre à celle avec qui j'avais un peu échangé, qui l'a lue, et ça avait pas l'air de trop la surprendre en fait, comme s'il y en avait d'autres avant moi qui étaient partis rapidement après leur arrivée. À aucun moment je me suis sentie vraiment en danger ou menacée. C'est quelque chose qui m'a marquée, et je pense que la morale, c'est que avant j'avais beaucoup de mal à m'affirmer, à pas dire vraiment quand j'étais mal à l'aise, etc. Mais là, je savais que j'avais pas le choix de dire que j'étais mal à l'aise. J'étais censée rester 6 semaines à cet endroit-là, donc j'ai pas pu rester 6 semaines. Je suis rentrée et au final, je suis repartie 1 mois après pour la suite de mon voyage, où j'étais majoritairement toute seule en Russie, au Japon et au Canada, et ça s'est très bien passé et ça m'a pas du tout fait peur, au contraire. Je pense que ça m'a plus donné confiance en moi de réussir à m'affirmer en fait dans ce qui était arrivé. Merci encore à Nolwenn pour ce reportage. On en profite pour lancer un appel à celles qui nous écoutent. Si vous aimez promener votre micro, recueillir des témoignages, travailler le son, on sera ravis de diffuser vos reportages dans l'émission. Vous pouvez nous écrire à onselève@radiocampus.org. On est toujours en compagnie de nos 3 autrices, Aïcha Béchir, Fanta Dramé et Capucine Delattre, et on accueille maintenant une libraire, Alice Schneider. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc libraire à La Régulière, qui est une librairie féministe, on peut le dire, je pense, c'est le nom. Ouais. On peut le dire. C'est un lieu un peu divers, qui tient plein de places, qui est situé dans le 18e arrondissement de Paris. Est-ce qu'on peut vous poser une question sur votre quotidien ? Comment ça se prépare une rentrée littéraire ? Est-ce que c'est un événement qui est purement français et qui est un peu étrange et gonflé par les médias, ou est-ce que c'est vraiment un événement littéraire qui est vraiment intéressant pour une libraire ? Ouais, alors en librairie, la rentrée littéraire, déjà il y en a 2, il y a celle de septembre et de janvier. Évidemment, celle de septembre, c'est là où il y a la plupart des grosses sorties de l'année qui sortent en même temps. Donc en effet, c'est un moment assez important. En plus, il est quelques mois avant la période de Noël, qui est la période faste pour les commerçants et notamment les libraires. Donc évidemment, la rentrée littéraire, c'est quelque chose qu'on prépare avec beaucoup d'attention, qui représente de gros enjeux aussi financiers, d'énergie, de travail, et qui se prépare en amont. Donc nous, ça se prépare à partir du printemps. On reçoit des services de presse, donc c'est des livres qui sont envoyés par les éditeurs pour nous faire découvrir les futures sorties. Donc on en reçoit beaucoup, c'est-à-dire on va dire du mois d'avril-mai jusqu'à la rentrée, jusqu'à septembre. Ensuite, durant l'été, on doit faire beaucoup de tri dans les livres qui sont en boutique pour faire de la place, parce que la rentrée littéraire, c'est des milliers de titres qui sortent. Alors, nous, à La Régulière, on a une petite librairie, donc on a un stock qui est assez modeste, et notre rentrée littéraire, elle est évidemment. Et ensuite, le plus gros travail, c'est évidemment de lire les livres et de les sélectionner. Je vais tout de suite casser le mythe, on ne lit pas tous les livres. C'est impossible, je vous le dis tout de suite. Ça a l'air compliqué. Mais on en lit énormément quand même. En plus, on se les partage en équipe. L'idée, c'est de vraiment passer l'été à lire beaucoup. Après, les commandes, elles sont passées avant l'été ou au cours, ou vraiment, jusqu'au début de l'été, on passe les commandes. Donc on fait vraiment notre sélection aussi un petit peu, on va dire, à distance. C'est-à-dire qu'on se fait conseiller par des représentants de maisons d'édition, enfin plutôt en fait par des représentants de distributeurs qui distribuent des groupements de maisons d'édition. On compte en général sur eux pour nous faire pas vraiment des présélections, mais ils savent quelle est notre ligne éditoriale, ce qui nous intéresse, etc. Ensuite, il y a évidemment des auteurs et des autrices qu'on connaît. Et ensuite, beaucoup de premiers romans. La rentrée de septembre, c'est aussi beaucoup de premiers romans. Et donc là, c'est vraiment un travail à la fois de défrichage avec beaucoup d'erreurs, malheureusement. On passe souvent à côté de livres, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une rentrée littéraire riche, avec des textes qui sont excitants et qui vont parler à notre public. Est-ce que, donc oui, il y a les gros qu'on attend, etc. Et les pépites, comment on les découvre ?
Déjà, pour représenter les pépites, il y a des distributeurs qui sont un petit peu en marge des grands groupes de distribution. C'est vrai que le milieu du livre est quand même trusté par des très grands groupes dirigés par quelques milliardaires qui sont très proches des sphères politiques. Mais il y a d'autres distributeurs avec lesquels les librairies indépendantes comme la nôtre sont très proches et avec lesquels on aime beaucoup travailler. Donc c'est des gens à qui on fait vraiment confiance et qui sauront nous orienter vers des textes qui méritent d'être lus et diffusés. Après, il y a aussi des pépites chez des très grands éditeurs. Et on a en général assez peu de difficultés à accéder à ces textes parce qu'ils nous les envoient et on essaye de les repérer. Et vous, à la régulière, donc vous avez une ligne éditoriale. Qu'est-ce que des lecteurs trouvent chez toi Qu'est-ce que vous, votre équipe de libraires, vous leur apportez Donc, nous, on est une librairie déjà généraliste, c'est-à-dire qu'on vend de la littérature, des sciences humaines, des arts graphiques, de la bande dessinée et de la jeunesse. Si je dois trouver un dénominateur commun à tous nos secteurs, c'est qu'on fait vraiment très attention à distribuer des maisons d'édition indépendantes et des auteurs et autrices dont les voix méritent d'être diffusées. On est une librairie indépendante aussi, ça veut dire dans le sens où il n'y a pas de... Enfin, on est 3 dans l'équipe, à lire, choisir et travailler tous les jours sur place. Donc on ne vend vraiment que des livres avec lesquels on est à l'aise. Donc nous, on n'est absolument pas représentatif d'une librairie traditionnelle, je le dis tout de suite. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas... on n'a pas tous la même expérience de libraire selon là où on travaille. Donc nous, on présente nos coups de cœur, les thématiques qui nous intéressent. On fait attention en effet aux maisons d'édition indépendantes et aux voix marginales, entre guillemets, en tous les cas issues des minorités. On vend évidemment beaucoup de livres écrits par des femmes et on essaye de faire les choses en fait avec du cœur, donc de vendre des choses avec lesquelles on est à l'aise. On vous a aussi invité pour relayer un appel. En 2022, vous avez subi des difficultés et apparemment, il est encore difficile de les résoudre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut t'aider, comment on peut aider la librairie, la régulière ? Eh bien, oui. Être libraire indépendant et militant, c'est pas facile tous les jours. On a entendu, oui. 2022, c'était une année difficile pour tous les commerces indépendants et aussi pour les librairies, encore plus... quand on n'est pas installé dans le centre de Paris et qu'on n'est pas soutenu par des grandes structures